bonsoir. La semaine du civisme clôturée à Conakry, le président Alpha Condé en appelle à la responsabilité parentale et scolaire et une semaine d'action, c'est à suivre dans cette édition. À suivre également des infrastructures de développement réalisées à Guékédou, des routes et ouvrages de franchissement pour désenclaver tous les villages. L'Union européenne a financé les réalisations. Un tournoi de football lancé à Koya, le trophée porte le nom de la première dame de la République, un tournoi de paix et de cohésion entre les jeunes. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre sur ces deux décrets. Le premier portant nomination de hauts cadres dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Le président de la République, vu la Constitution et sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, décrète. Article 1er. Sont nommés aux fonctions ci-après les cadres dont les prénoms et noms suivent. Université de l'Abbé, recteur, Dr Mamadou Dian Gongore Diallo, confirmé. Vice-recteur, chargé des études, Dr Ibrahima Kamara, confirmé. Vice-recteur chargé de la recherche, Dr Sadou Bari, confirmé. Secrétaire général, Dr Moussa Diakité, vice-doyen faculté des sciences administratives et de gestion. Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Directeur général, Dr Omar Keita, précédemment enseignant-chercheur à l'école des mines d'Albi, France. Directeur général adjoint, chargé des études, Dr Daouda Keita, chef du département mines à l'ISMG Bokeh. Directeur général adjoint, chargé de la recherche, Dr Mamadi Sissé, enseignant-chercheur à l'ISMG Bokeh. 4. Secrétaire général, Adèle Dramo, enseignante à l'ISMG. Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG Lambagny. Directeur général, Dr Akoy Massa Guilavogui, précédemment vice-recteur chargé des études à l'université de Cancan. Directeur général adjoint chargé des études, Dr Moussa Kamara, chef de département à l'ISEG. Directeur général adjoint chargé de la recherche, Dr Mamadou Selou Diallo, chef de département à l'ISEG. Secrétaire général, Ali Traoré, précédemment chef de département sciences politiques à l'université de Sonfonia. Institut supérieur de technologie, IST de Mamon. Directeur général, Dr Selou Kanté, confirmé. Directeur général adjoint chargé des études, Dr Sekou Kamara, chef de département génie informatique à l'IST de Mamon. Directeur général adjoint chargé de la recherche, professeur Mamadou Bailo Diallo, précédemment enseignant-chercheur au département de chimie à l'université de Conakry. Secrétaire général, Joséphine Mansaré, enseignante à l'université de Cancan. Institut supérieur agronomique de Farana, ISAF. Directeur général, professeur Sarah Bailo Diallo, confirmé. Directeur général adjoint chargé des études, professeur Abdoulaye Bari, chef du département économie rurale à l'ISAF de Farana. Directeur général adjoint chargé de la recherche, Dr Fodé Keita, précédemment enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des mines de Bokeh. Secrétaire général, Dr Sa Poendo Tonguino, précédemment à l'IST de Mamon. Institut supérieur des sciences de médecine vétérinaire de Dalaba. Directeur général, professeur Youssouf Sidimé, confirmé. Directeur général adjoint chargé des études, Dr Morlay Kindia Silla, confirmé. Directeur général adjoint chargé de la recherche, Dr Alpha Omar Sili Diallo, enseignant-chercheur à l'ISSMV de Dalaba. Secrétaire général, Dr Mohamed Keïra, confirmé. Institut de recherche biologique appliquée de Guinée, Kindia. Directeur général, professeur Mamadou Yelo Boiro, confirmé. Directeur général adjoint, Dr Mamadou Selou Baldé, directeur de recherche, secrétaire scientifique à l'IRBAG. Centre de recherche scientifique et océanographique de Rogbane, Célescor. Directeur général, Dr Boubacar Silla, précédemment vice-recteur chargé des études à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Directeur général adjoint, Dr Kerno Al-Hussein Bari, chargé de recherche au CERESCOR.
Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Recteur, Dr Doussou Lanciné Traoré, confirmé. Vice-recteur chargé des études, professeur Cheikh Abdoul Baldé, vice-doyen, faculté des sciences à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Vice-recteur chargé de la recherche, Dr Mariam Beavogui, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Secrétaire général, Dr Oumou Kourouma, précédemment secrétaire général de l'École supérieure de tourisme et d'hôtellerie. Université Julius Nyerere de Kankan. Recteur, Dr Sekou Kaba, confirmé. Vice-recteur chargé des études, Dr Abdoulaye Somparé, enseignant-chercheur à l'université de Sonfonia. Vice-recteur chargé de la recherche, Dr Mamadou Saïdou Diallo, confirmé. Secrétaire général, Ansouman Traoré, confirmé. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, 7 novembre 2017, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les personnes dont les prénoms et noms suivent sont nommées membres du conseil d'administration de la Banque centrale de la République de Guinée. Président du conseil, Dr Loussi Ninabe, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Membre du conseil, M. Nyanga Komata Gomu, premier vice-gouverneur de la BCRG, M. Baidi Haribo, deuxième vice-gouverneur de la BCRG, M. Lounseni Kamara, administrateur civil, ancien ministre, M. André Loua, économiste, ancien ministre, Mme Sanaba Kaba, ancienne ministre, Dr Amadou Ouri Koreba, doyen de la faculté des sciences économiques à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, M. Kadiata Mori Kamara, expert comptable, M. Ibrahima Sori Sangaré, économiste. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 7 novembre 2017, signé professeur Alpha Condé. Les rideaux sont tombés sur la semaine nationale de la citoyenneté, 7 jours d'action civique au service du pays. La cérémonie de clôture était placée sous la haute autorité du président de la République. On voit tout ça avec Mohamed Lamid Souma. À son arrivée dans la salle des fêtes du Palais du Peuple, le président de la République est entré en osmose avec le public dans une salle comble. Le message du chef de l'État pour la clôture de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix est un discours éducatif. Un discours par lequel le chef de l'État condamne des comportements contraires au civisme et appelle les parents à prendre leurs responsabilités pour une bonne éducation des enfants. Je dois d'abord féliciter le ministre de l'initiative d'organiser ces journées sur le civisme. En effet, nous savons très bien qu'aujourd'hui, le civisme est ce qui manque le plus en Guinée. Donc il est extrêmement important d'éduquer la jeunesse. Peut-être, nous d'un certain âge, c'est peut-être un peu trop tard, mais au moins la jeunesse. C'est pourquoi il est important de commencer à enseigner l'enseignement civique dès l'école primaire pour que les jeunes qui sont l'avenir de la Guinée de demain soient non seulement patriotes, mais d'esprit civique. Les citoyens, lorsqu'on attrape un voleur, au lieu de l'amener à la gendarmerie, on le frappe à mort. Il y a l'indiscipline sur les routes, etc. Donc il est extrêmement important de montrer à la jeunesse qu'un pays ne peut pas vivre dans l'incivisme. Il y a les lois, chacun doit respecter les lois. Mais ça commence aussi dans les familles. Parce que quel que soit ce qu'on va faire à l'école, si les familles elles-mêmes ne s'impliquent pas dans l'éducation des enfants
à la donner l'esprit civique, le respect des lois et les règlements, il sera extrêmement difficile. C'est vrai qu'il est toujours très important d'associer les parents, mais aussi les chefs religieux, que ce soit à l'église, dans les sermons ou dans les mosquées. Il faut que chacun s'implique dans cette action qui est fondamentale pour le devenir de la Guinée. Un pays ne peut pas vivre dans l'incivisme. Sinon, il n'y a pas d'avenir pour ce pays, particulièrement pour la jeunesse. Donc j'espère que chaque année, l'organisation de ces journées permettra à davantage de jeunes de s'imprégner de l'esprit civique et aussi aux parents de comprendre leurs responsabilités. C'est ce que nous souhaitons. Les jeunes de Guinée, il est extrêmement important pour l'avenir de ce pays que votre comportement soit différent de notre comportement, parce que notre comportement ne peut pas faire la fierté du pays. Alors j'espère que ces journées vous ont beaucoup appris et que vous vous engagez réellement auprès de vos jeunes, auprès de vos amis, à transmettre ces messages que vous avez eu pendant ces jours. J'ai suivi à la télévision, je vous félicite, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Donc, je vous remercie. Initiée par le ministre en charge de la citoyenneté et de l'unité nationale, la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix a pu mobiliser toute la Guinée autour du thème « Le citoyen dans la construction de la nation ». Une initiative à saluer et à soutenir au regard du comportement peu civique du Guinéen dans tous les domaines d'activité. La circulation routière en particulier et face au respect du droit et devoirs citoyens en général. Il faut dire que le civisme a beaucoup de dimensions. Le citoyen, c'est aussi celui qui est en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Les responsables des impôts profitent de cette semaine de la citoyenneté pour appeler les contribuables à se mettre à jour. Algassi Moba. Outre son statut juridique et son rôle social, le citoyen se définit aussi par des valeurs. L'une de ces valeurs est le civisme fiscal. Au marché Niger, dans la commune de Kaloum, ils sont nombreux ces citoyens à s'acquitter de ce devoir civique. En payant les taxes ou les impôts, le citoyen participe au financement des dépenses publiques. Je paye l'impôt parce que c'est un droit, je dois m'acquitter de payer l'impôt. C'est une manière d'aider, d'une manière de venir en aide à l'État, on doit payer l'impôt. L'impôt, on doit la payer obligatoirement dans les conditions normales. C'est un devoir pour moi. Je lance tout le monde qu'à être un bon Guinéen. On fait le bien pour le Guinée, développe. Le civisme est une question d'état d'esprit et de comportement. Le non-paiement des impôts, par exemple, est un comportement incivique qui met le citoyen en dehors des efforts de construction de la nation. Le civisme fiscal est autant important pour les contribuables que pour nous en tant que représentants de l'État auprès des contribuables. C'est-à-dire que si les contribuables acceptent de payer leurs impôts, il faudrait que ce pourquoi les impôts sont payés se réalisent, telles que la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. Donc le civisme fiscal, c'est un comportement que tout le monde doit adopter. Pour développer le civisme fiscal, les autorités mettent aujourd'hui l'accent sur deux éléments essentiels: la sensibilisation des contribuables et le renforcement du contrôle fiscal. Hier, le chef de l'État était sur le chantier de Donka. Les travaux d'extension qu'il a lui-même initiés avancent de façon satisfaisante. Le niveau de réalisation est estimé à 87%. Pour le président Alpha Condé, veut accroître la capacité d'accueil de cette structure sanitaire. Mohamed Lamine Souma. Ça va faire la différence, l'hôpital national Donka, en termes d'innovation, qualité des équipements, qualité d'hospitalisation et extension. À la remise des clés en mars 2018, le nombre de plateaux techniques, par exemple, va passer de 7 à 15. Le nombre de lits de 500 à 640. L'hôpital national Donka sera doté de 7 ascenseurs tout neufs, ultra modernes. Des salles d'hospitalisation de 1 à 2 lits seront toutes climatisées et dotées de douches et toilettes internes, pour un total de 350 toilettes. Des innovations
souhaitée par le président Alpha Condé. C'est un projet qui a été initié par Monsieur le Président de la République pour donner un cadeau, un bijou à sa population et à la population de la sous-région. Il va y avoir des équipements extrêmement modernes au niveau de ces salles opératoires, car les lits d'opération qui sont là seront des lits de dernière génération. Le centre d'imagerie qui est construit d'ailleurs et qui est en finalisation est un centre d'imagerie qui est composé de 13 salles. Et au niveau de ces 13 salles, il y a 3 grandes salles d'équipement lourd, de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, du scanner, des équipements de cardio interventionnel. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui meurent de crise cardiaque ici, par thrombose au niveau des artères coronaires, et nous aurons désormais la capacité de faire des travaux de ce genre au niveau de cet hôpital national d'Onka. Le bâtiment principal R+5 sera doté de 2 gigantesques ascenseurs appelés monte-malade. 2 ascenseurs capables de transporter le malade dans un lit jusqu'au palier d'hospitalisation. Des paliers qui seront tous grillagés pour éviter que le malade ou ses proches ne jettent les ordures de haut en bas. L'hôpital sera connecté sur 2 lignes d'électricité ou 2 phases EDG pour éviter les coupures intempestives du courant électrique. Mieux, tous les services sanitaires seront chacun dotés d'un groupe électrogène. Des groupes électrogènes qui s'interconnectent sur le réseau simultanément 7 secondes seulement dès après une coupure courant électrique EDG. Ce bâtiment nouvellement construit sera le centre d'imagerie et d'informatique. On s'est retrouvé avec 7 équipementiers pour 9 lots. Et tous les lots sont compris là-dedans. Les ambulances sont compris là-dedans, l'imagerie est comprise là-dedans, la literie, le mobilier et tout ce qui est utile pour le fonctionnement d'un hôpital moderne est compris là-dedans. Et je tiens à vous signaler que c'est un hôpital qui est financé non seulement par le Fonds saoudien à concurrence de 32 millions de dollars américains, mais également par la Banque islamique de développement pour 28,8 millions d'euros qui va s'occuper spécialement de l'équipement de l'hôpital et également de la formation des cadres. Des innovations qui sont de l'expertise de l'entreprise italienne Piscini qui a une longue expérience dans le bâtiment en Afrique. Piscini, qui a importé la Tollback 6 kg d'Italie, couvre désormais toutes les toitures. Nous avons importé une technique moderne. Et même ici, vous pouvez regarder, nous avons fait un bâtiment avec le precast. Et tous les matériaux que nous avons usés dans les projets sont des matériaux importés dans l'Italie et sont très respectant ça va dire, les standards européens. Et c'est pour ça que le gouvernement il a choisi nous pour donner un lot de l'hôpital de Donka, et c'est un hôpital très important. Les services pédiatrie et maternité vont eux aussi devenir des merveilles en termes de qualité des équipements et conditions d'hospitalisation. 3 ascenseurs à la pédiatrie, 2 à la maternité. Les équipements, des douches et toilettes nécessitent des séances d'éducation et de sensibilisation des usagers pour une utilisation judicieuse. De ce côté, les travaux sont exécutés par l'entreprise SACOF, une société de droit guinéen ayant plus de 20 années d'expérience. En termes de qualité, vous avez vu sur la physionomie, l'architecture a complètement changé. Et vous voyez sur les façades, déjà, on a des grilles galvanisées qu'on a importées depuis le Sénégal, parce que nous n'avons pas ces usines ici en Guinée pour la galvanisation. Et ça a changé complètement la physionomie de l'architecture. Et à l'intérieur, vous avez vu, toutes les salles seront climatisées avec Airwell. Et les salles ne seront plus des salles, c'est-à-dire à plusieurs lits, ce sera des salles à simple lit ou à double. À partir de 2018, tout l'hôpital Donka sera alimenté
d'un réseau Internet interconnecté et permettra à la directrice générale de savoir ce qui se passe dans n'importe quel service de l'hôpital. La question que l'on se pose aujourd'hui est celle de savoir comment bien gérer et bien entretenir ce bijou qui sera l'hôpital Donka de 2018. Il faudra y veiller. Un hôpital en pleine mutation. Le tronçon Kissidougou-Guékédou est complètement rénové. Les populations saluent d'ailleurs cette action de développement de l'Union européenne. Elles se réjouissent de toutes les autres infrastructures réalisées à Kissidougou. Mabintila Issouma. Il y a quelques années, emprunter la route de la Nationale 2, Kissidougou-Guékédou, était un véritable calvaire. Mais aujourd'hui, 63 km de bitume serpentent entre les montagnes et le paysage pittoresque de la région forestière. Un soulagement pour les populations locales. Sincèrement, nous sommes très contents de la route. C'est pourquoi nous sommes les premiers responsables à être vigilants sur la route là. Chaque jour, on a demandé à la communauté de veiller sur la route là. En plus de cette route, les villages environnants de Kissidougou ont bénéficié de plusieurs infrastructures. Les districts de Walto et de Yandé sont dotés de 2 ouvrages d'art. Avant, dès que vous arrivez ici, on n'avait pas de parking, on n'avait pas où garer les véhicules. Si le marché est là, là nous sommes arrêtés, là, c'était envahi. Alors c'est ainsi qu'à l'avenir, ça va beaucoup nous aider pour garer désormais les voitures le jour du marché. En réalisant ces projets, l'Union européenne et le gouvernement comptent atteindre 2 objectifs majeurs. D'abord, contribuer au développement économique et social. Ensuite, améliorer la mobilité et l'accessibilité aux services socio-économiques de base. Nous sommes en Guinée forestière. La route est chère parce qu'il y a plusieurs choses qu'on ne trouve pas ailleurs. D'abord, le sol est très mauvais, la terre ici est très mauvaise. Il n'y a pas de matériaux de remblai à proximité, donc il n'y a pas de latérite, il n'y a pas de truc. Il y a énormément de passages d'eau. Il y a sur 63 km, il y a 130 passages d'eau. Ce pont de 63 mètres, situé à Badala, fait partie du projet. Il remplace l'ancien, construit en 1943. Ces infrastructures sont désormais le patrimoine de la préfecture de Kissidougou. Un bijou qui, à peine livré, est déjà menacé par des travaux d'installation de la fibre optique. Les emprises de la route, qui ont nécessité des millions d'investissements, sont agressées. Dans la foulée, les travaux de réhabilitation des routes communautaires de Dinguiraye sont également lancés. Dans un premier temps, les efforts seront concentrés sur 63 km. Une enveloppe de 10 milliards de francs guinéens est annoncée. Ansouman Toumani Kamara et Ayazatoni Tunkara. La réhabilitation de la route Dinguiraye Centre Ganyakali via Lansanaya est l'une des réponses aux nombreuses doléances posées au chef de l'État lors de sa récente tournée dans les collectivités locales du pays. Sur une distance de 63 km, ces travaux vont désenclaver plusieurs zones de production agropastorale de Dinguiraye. L'entreprise contractuelle a 6 mois pour rendre praticable ce tronçon de toutes les épreuves pour les usagers. C'est une piste qui s'étend en largeur de 10 mètres, 8 mètres pour les chaussées et les 2 autres mètres, un de l'autre côté, maintenant ça fait 10 mètres. Vu nos équipements, nos prestations que nous comptons faire sur cette piste, nous allons respecter le délai et le travail serait bien fait. La réhabilitation de la route Dinguiraye Centre, Ganyakali et la construction de 2 ouvrages coûtent à l'État guinéen plus de 10 milliards de nos francs. Elle figure parmi les 52 projets de routes communautaires et préfectorales financés par l'État guinéen sur l'ensemble du territoire national. Dinguiraye pratiquement a au moins 3 projets. Le premier projet, c'est de Selouma Kalenko. Le deuxième projet, c'est de Dinguiraye Lansanaya Ganyakali. Et le troisième projet, c'est un pont dans le village Somokoro. À travers ces projets de routes communautaires et préfectorales, le ministère des Travaux publics innove et procède à un transfert de compétences aux bénéficiaires. Des bénéficiaires qui désormais participent à l'entretien et à la protection des routes construites. La particularité de ce programme par rapport aux autres programmes, c'est la mise en place des comités villageois de gestion des routes.
Parce que nous avons constaté qu'après les travaux, une fois que l'entreprise quitte sur les chantiers, il n'y a personne, même si un petit ouvrage est bouché, il n'y a personne pour enlever les ordures, pour laisser l'eau circuler. Et finalement, l'eau remonte sur la route et ça se dégrade. Et désormais, nous voulons mettre en place les comités de gestion qui vont désormais s'occuper de l'entretien de ces routes-là pour que elles puissent durer un peu par rapport au délai initial. Combiner le respect du délai contractuel et la qualité de l'ouvrage, ce sont là des exigences du maître d'ouvrage et aux bénéficiaires d'offrir un climat social favorable à l'exécution correcte des travaux. Retour à Conakry et ses équipements de pointe pour l'école des postes et télécommunications d'équiper. C'est un don de l'UNICEF pour renforcer la capacité de formation de cet établissement. Désormais, les apprenants pourront étudier dans un cadre plus approprié. Moussa Komara. Des laboratoires GSM et de radiocommunication pour l'École nationale des postes et télécommunications de Guinée. Résultat des efforts conjugués de l'UNICEF, Orange Guinée et du ministère en charge des télécommunications. Objectif pour les initiateurs, qualifier la formation des étudiants pour les rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Chez nous, on dit quand tu n'as pas besoin de quelque chose, il faut donner à celui qui en a besoin. Donc c'est comme ça qu'on s'est approché de l'école, puisqu'on a des équipements qu'on croyait qui pouvaient être vraiment valables pour les cadres didactiques. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de l'école ici, on leur a offert. Et manifestement, ils sont très contents parce que ça aide les apprenants à faire quelque chose avec ces matériels-là. Depuis sa création en 1970, cette école n'avait jamais bénéficié d'outils d'échangeard pour ses apprenants. Pourtant, c'est l'un des plus grands établissements publics censés former les techniciens en télécommunication. Avec ces équipements, le programme sera revu conformément aux besoins du marché de l'emploi. Si vous faites un parcours dans toutes les grandes entreprises, vous verrez que toutes ces entreprises, la voie de communication utilisée, c'est les radiocoms. Et malheureusement, on n'avait pas de formation spécifique à la radiocommunication pour venir pouvoir faire l'entretien, la maintenance et éventuellement la programmation de ces équipements. Maintenant, nous avons la possibilité, avec le don de l'UNICEF, d'utiliser ces équipements pour former nos étudiants afin qu'ils puissent être opérationnels dans toutes les entreprises où on utilisera la radiocommunication. En dépit des efforts consentis ça et là, le défi reste grand. Le chef du département s'est dit conscient et promet de grandes réformes. Donc il n'est plus question, comme je l'ai dit tantôt, de rester en vase clos dans la mystique de la pédagogie. Il faut que les aspects techniques, les aspects de terrain, les aspects du marché soient pris en compte. Et c'est pour ça que ces équipements qui ont servi, qui sont ceux-là même qu'on utilise sur le terrain, sont mis à disposition. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut également la formation des formateurs et il faut que derrière des accompagnements soient faits pour que les enseignements qui sont dispensés ici correspondent à ceux dont on a besoin sur le marché du travail. Le président de la République l'a dit, il n'est pas question que la Guinée passe à côté de la 4e révolution. Aujourd'hui, on est dans la révolution numérique. Les jeunes Guinéens doivent être capables de compétir au même titre que tous les autres, à tous les niveaux de compétences, que ce soit de l'ingénieur jusqu'au maintenancier. La remise de ces équipements intervient 2 semaines après celle des centres de formation professionnelle de Kissidougou, Kirouané et Beila. Le compte à rebours est engagé pour la compétitivité des jeunes Guinéens. Deuxième jour aujourd'hui des états généraux de la sécurité routière. Parlant encore de sécurité, celle maritime mobilise aussi du monde. Une rencontre tenue hier a permis à la direction de la marine marchande d'évoquer le sujet. Les services devraient recevoir très bientôt des kits et formations pour faciliter la manipulation de produits dangereux. Karim Kamara. Dans les activités portuaires, la manutention de certaines marchandises présente des dangers. Au chargement et au déchargement des produits, les risques d'incendie et d'explosion existent. Au port de Conakry et de Kamsar, la marine marchande s'active à minimiser les risques. Ici, les acteurs du secteur s'approprient les techniques approfondies sur la manutention, le transport et l'entreposage des produits. L'objectif, c'est quoi? C'est apprendre au personnel des sociétés maritimes qui manipulent les conteneurs, comment manipuler les marchandises dangereuses pour éviter une catastrophe.
La manipulation des marchandises a tout son pesant d'or dans l'accroissement de l'importation comme de l'exportation. En cela, la Guinée peut compter sur l'expertise de l'Organisation maritime de l'Afrique francophone, de l'Ouest et du Centre. Il est important que pour des pays en développement, comme pour des pays peut-être aujourd'hui plus développés, que les procédures soient les mêmes, qu'on sache qu'on parle exactement des mêmes cargaisons, qu'on les classe, que leur dangerosité soit classée de la même manière, qu'elles soient emballées de manière homogène ou qu'elles soient transportées, s'il s'agit de cargaisons en vrac, de manière homogène et tel que c'est prévu par les règlements qui sont pris par l'OMI. Et quand ces règles sont adoptées dans le cadre de conventions internationales, de codes, il faut pouvoir donc appliquer ces codes, ces conventions internationales. Et il peut arriver donc qu'un pays ne soit pas en mesure d'être aussi efficace par lui seul à appliquer ces conventions. Et l'Organisation maritime internationale se prête alors par le biais de sa coopération technique à venir auprès des pays. L'initiative arrive après plusieurs réformes dans le pays. Des réformes portant sur l'audit du secteur maritime et l'organisation d'un exercice de sûreté. Le tout va déboucher du 27 novembre au 6 décembre sur l'organisation de la prochaine Assemblée générale sur le Code de la sûreté et de la sécurité des installations portuaires et des navires. Cette note du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG, adressée aux secrétaires généraux des IES, des unions préfectorales et communales SLEG. Camarades, tout comme vous, nous avons appris sur les ondes de certaines radios privées et des réseaux sociaux que le SLEG prépare une grève. Cette information est une surprise pour nous, car c'est un point qui n'a jamais figuré à l'ordre du jour des différentes réunions du bureau exécutif national. Cette déclaration a donc pour but de vous informer que le bureau exécutif national n'est pas l'auteur de cette décision de grève et par conséquent invite tous les militants, tous les responsables à tous les niveaux de notre structure de s'éloigner autant que possible de ce mouvement anti-SLEG. Nous tenons d'ailleurs à rappeler que notre organisation, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, couvre tous les secteurs du système éducatif et de la recherche scientifique, l'élémentaire, le secondaire, le professionnel et technique, le supérieur et la recherche scientifique. Il n'a jamais organisé une grève sectorielle, mais plutôt dans l'intérêt général de tous les travailleurs du système éducatif. Ce qui nous amène à l'analyse que le mouvement de grève ainsi projeté est l'œuvre d'un groupe d'individus mal intentionnés pour servir leurs intérêts personnels et égoïstes en voulant provoquer l'implosion de notre organisation, le Grand SLEG, dont les différents combats ont fait honneur aux travailleurs en général et au monde enseignant en particulier. C'est ainsi que les protocoles signés en 2017 nous ont apporté des acquis indéniables et nous devons veiller à l'application intégrale des différents points. Camarades, ensemble, nous vaincrons, ont signé un membre et le secrétaire général Souleymane Sissavané. Lancement à Conakry d'une nouvelle campagne de dépistage volontaire du VIH-Sida sur initiative de l'Association guinéenne pour le bien-être familial. Des agents mobilisateurs vont sillonner les quartiers de Conakry en vue d'encourager les populations à accepter de connaître leur statut sérologique, ceci pour rompre la chaîne de propagation de la maladie. Samara Tolno. La lutte contre le VIH-Sida continue d'interpeller l'opinion. Une nouvelle campagne de sensibilisation pour le dépistage volontaire est lancée à Conakry. L'opération est initiée par l'Association guinéenne pour le bien-être familial en collaboration avec PSI Guinée. Dans les communes de Dixine, Matam et Ratoma, des séances porte-à-porte sont animées. Nos attentes, c'est de faire en sorte qu'il y ait une communication de proximité à travers la communauté. Nous avons des relais communautaires au sein des communautés pour amener les gens à changer de comportement vis-à-vis du VIH et des IST. Ensuite, c'est de permettre la distribution des préservatifs, la distribution gratuite et mobiliser les gens autour de notre service adapté qui est la clinique de l'AGBF, ici dans le quartier de la Camaine. L'implication des agents volontaires auprès des ménages rassure les populations de l'importance du dépistage volontaire.
Dans cette clinique, de nombreux jeunes viennent y passer le test pour connaître leur statut sérologique. Parce qu'aujourd'hui, vous ne restez pas sans savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore en Guinée qui ne connaissent pas réellement leur statut. Si on voit le nombre de personnes dépistées en Guinée, le taux est très bas. Donc nous allons envoyer au moins 1500 personnes à connaître leur statut sérologique d'ici la fin de la campagne. Notre participation sera de procéder à la sensibilisation, à l'information, à la sensibilisation de toute la communauté avec l'appui des autorités locales, des leaders, des femmes, des jeunes, pour que vraiment l'information passe et que la population tout entière adhère à ce dépistage. Parallèlement au test de dépistage, 156 000 préservatifs sont distribués. Il y a très longtemps qu'une telle opération n'a lieu dans les quartiers de Conakry. L'actuel taux de prévalence du VIH-Sida en Guinée avoisine les 2%. La formation GPT Guinée pour tous fait son entrée dans l'ère du digital. Plusieurs hauts responsables du parti prennent des cours de formation. La démarche vise à maîtriser la révolution numérique. Nabi Zakaria Kamara. L'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication requiert une importance capitale pour mener à bien des activités des partis politiques. Un acte vite compris par les jeunes cadres du parti Guinée pour tous, GPT, qui suivent une formation sur les techniques de communication politique et le digital. On a vu dans nos perspectives qu'il y a une question de manque de communication au sein du parti. Donc nous avons jugé nécessaire de former les cadres du parti en communication politique et digitale pour être au sein de la population et pouvoir vraiment faire mieux avec le parti pour les élections à venir. Il s'agit pour ces jeunes cadres de Guinée pour tous de renforcer leurs capacités pour pouvoir mettre en place la stratégie digitale de leur communication politique. Ils ont pensé quand même que le thème de marketing politique et le digital serait la bienvenue, dans la mesure où le digital est devenu aujourd'hui quelque chose de très intéressant et les gens ne peuvent plus s'en passer. Donc comment faire une accommodation entre la politique qu'ils font, mais aussi l'Internet. Alors ça c'est important, on s'est lancé dans cette mesure et en 3 séances, nous sommes pour la journée, nous sommes en train de relever le niveau du parti, apporter à leur connaissance comment est-ce que les autres font avec les nouvelles technologies qui sont combinées aujourd'hui aux pratiques actuelles. Ces participants engagés à relever le défi se disent déterminés à jouer leur rôle. J'ai suivi avec attention le formateur. Les éléments qu'il est en train de développer sont des éléments extrêmement pertinents. D'abord pour ma formation personnelle, mais aussi et surtout pour la cause pour laquelle je suis là. Je suis chargé de la communication et du marketing, une formation axée sur la communication politique et le digital en ce XXIe siècle. C'est vraiment une communication en phase avec nos besoins réels. Au cours de la rencontre, ces jeunes cadres du parti Guinée pour tous ont reçu des connaissances leur permettant de respecter la démocratie dans la paix, l'unité et l'entente vis-à-vis des autres partis politiques. Autre sujet de l'actualité nationale en compilation, les 17 ans de parcours de l'UFR. Le parti fait le bilan et se projette dans l'avenir. Il y a aussi une histoire de rapprochement entre les barreaux de Guinée et de Versailles en France. Le pacte des jumelages est déjà scellé. Je ne vous en dis pas plus. Suivez plutôt ce reportage de Kerno Younoussaba. Il s'agit d'une signature de convention de jumelage entre les barreaux de Guinée et de Versailles, France, 2 barreaux de tradition latine qui s'engagent à développer une synergie d'action et de partage d'expériences entre leurs avocats. Ce partenariat va, dans un premier temps, privilégier la formation et autres accords mutuellement. Avec ce jumelage, le barreau de Guinée signe sa première convention de son histoire. Son aboutissement devra promouvoir la profession d'avocat. Cette convention de jumelage permettrait par exemple des jeunes avocats guinéens d'aller faire des stages dans des cabinets du barreau de Versailles et réciproquement. Il a dit qu'il y a un projet qui tient particulièrement à cœur aussi bien à moi-même qu'à mon concert l'ordre. Il s'agit de la mise en place de ce qu'on appelle la CARPA, qui est un outil important pour le barreau. Il s'agit en fait d'un fonds, d'une caisse dans laquelle transitent tous les fonds que les avocats encaissent pour le compte de leurs clients. Il s'agit dans une certaine mesure de sécuriser l'argent des clients, pour le dire clairement, et en même temps c'est une source de financement autonome pour le barreau.
C'est la toute première grande retrouvaille depuis les élections de 2015. À l'occasion, fédération et section de l'UFR rendent hommage aux leaders pour les efforts consentis à la tête de l'Union des forces républicaines depuis 17 ans. Je dois avouer que les militants ont souhaité montrer qu'ils étaient là. Nous sommes prêts à prendre notre part du débat politique guinéen. Donc c'est un peu le sens de cette rencontre d'aujourd'hui. J'estime que le gouvernement doit faire en sorte que chacun sache qu'on traduit dans les faits les espérances de ces populations pour permettre de créer la confiance avec laquelle nous pouvons travailler tous ensemble. Les 5 premiers de chaque classe de l'école primaire de Wanindara reçoivent des fournitures scolaires, des kits offerts par l'amicale des anciens élèves de Lambanyi, une structure qui décide de contribuer à la promotion de l'éducation dans le pays. Si on a choisi les meilleurs de chaque classe, c'est pour dire aux autres encore de travailler de plus. Peut-être une autre organisation pourra venir les récompenser si nous ne reviendrons pas. Donc cela veut dire quoi? Ensemble, ils doivent tous être courageux, dynamiques, travailler en classe pour toujours se placer au premier, afin que chaque fois s'il y a des dons qu'ils puissent en bénéficier. Les médias, les journalistes dans la rue, c'est plutôt rare. Et pourtant, ce matin, la corporation a marché de la bourse de travail à la haute autorité de la communication. La presse réclame plus de liberté et de sécurité dans l'exercice de sa profession. Mamadou Saliou Diallo, Adama Elza Traoré. La bourse du travail, point de départ de cette marche des professionnels des médias. La procession a pris une voie qui emprunte le boulevard du commerce et le carrefour de la Banque centrale pour s'arrêter au siège de la haute autorité de la communication. Tout au long de l'itinéraire, les journalistes dénoncent ce qu'ils estiment être des atteintes à la liberté de la presse. En une dizaine de jours, il y a des journalistes qui ont été frappés, des journalistes emprisonnés. Il y a un acharnement. Hier déjà, sur nos antennes, le ministre porte-parole du gouvernement s'exprimait sur la situation tendue entre la presse et les pouvoirs publics. Aujourd'hui, le gouvernement est considéré comme étant responsable de tout ce qui se passe dans le pays. C'est certes le pouvoir exécutif, mais il y a quand même des institutions indépendantes qui ont été conçues comme telles et qu'il faut prendre comme telles. Vous avez deux affaires principales. L'une concerne la justice, l'autre la haute autorité de la communication. Et malheureusement, on veut faire comprendre que c'est le gouvernement qui est responsable des décisions de ces institutions. C'est le gouvernement qui a une mainmise sur ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas. La justice en Guinée est indépendante et nous y travaillons tous pour qu'elle reste dans cette indépendance, pour la haute autorité de la communication. Ils prennent leurs décisions en toute indépendance. À date, il ne me semble pas qu'un des commissaires de la haute autorité ait déclaré que la procédure par laquelle la radio Espace, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été suspendue, que la procédure a été viciée. Aux côtés des journalistes, il y avait aussi des défenseurs des droits de l'homme. Un dispositif de la gendarmerie nationale encadre la marche. On avait reçu pour mission de venir encadrer et sécuriser la marche des journalistes qui étaient dans un premier temps autorisés, raison pour laquelle d'ailleurs vous avez vu tout ce beau monde-là, des gendarmes accompagner les journalistes du ministère de la Communication jusqu'au niveau de la HAC. Un cordon de sécurité composé essentiellement des femmes gendarmes était à la haute autorité de la communication, point d'arrivée de la marche. Les commissaires de l'institution ne sont pas à l'accueil. Pourtant, les marcheurs ont livré leur message d'une seule voix. Un tournoi de football lancé à Koya, le trophée porte le nom de la première dame de la République. L'objectif des organisateurs est de réunir la jeunesse de la localité autour du projet de développement du chef de l'État. Le point avec Mori Kondé. Ce tournoi de football intercommunal de la préfecture de Koya est placé sous le signe de la paix, de l'unité nationale et de l'émancipation de la femme guinéenne. Pendant 20 jours, 16 équipes venues des différentes communes rurales de Koya vont compétir en vue de remporter le trophée de Nomi, Madame Diana Kondé. Je tiens personnellement à remercier les populations de Koya, particulièrement Monsieur le Préfet, pour l'honneur qu'elle me fait en organisant ce tournoi de football. La délégation qui m'accompagne et moi-même sommes très heureuses d'être parmi vous pour l'ouverture de ce tournoi de football. Femmes de Koya, l'idée que les organisateurs de ce tournoi ont eue en faisant
présider chaque rencontre de football par le Bureau national des femmes des différents partis politiques est à saluer. C'est une preuve que partout où nous sommes, nous pouvons apporter notre contribution à la quiétude sociale. Aujourd'hui, c'est à travers le football. Demain, ce sera à travers d'autres activités réunificatrices. Par le biais du football, les jeunes, les femmes et les autorités de Koya mettent en avant le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les fils de la préfecture pour accélérer le développement socio-économique de la localité. À travers ces événements sportifs, la jeunesse de la préfecture de Koya, qui se veut responsable, voudrait exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République, professeur Alpha Condé, et à son gouvernement à travers vous, Excellence Madame la Première Dame. Les populations de Koya apprécient hautement les efforts louables déployés par votre fondation dans le cadre de la prise en charge de la petite enfance et des femmes en détresse. Le football est un vecteur d'unification de la jeunesse, de regroupement de la jeunesse. Le football rassemble les peuples, donc la nation entière. Nous sommes très contents que la Première Dame soit venue pour lancer ensemble cette action citoyenne. La Première Dame de la République, à travers son cabinet, entend organiser dans les jours à venir avec les associations et groupements féminins une caravane de mobilisation et de sensibilisation sur la culture de la paix dans toutes les préfectures de la Guinée. Toutes nos excuses pour la qualité de certaines images. La nuit du sacre pour le directeur général de l'ANAIM, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Il a été primé lors de la nuit des modèles de réussite 2017. Lui et d'autres acteurs qui ont eu un impact sur le développement du pays. C'était en présence des représentants du gouvernement. Retour sur cet événement organisé par la structure Katala 224 avec Saïdou Bandiaï. Cette nuit du samedi 4 novembre, de véritables leaders dans leurs domaines respectifs sont primés. La récompense ainsi attribuée vient saluer les efforts consentis sur une année entière de labeur au service du développement socio-économique du pays. Plusieurs hommes et femmes choisis dans tous les secteurs d'activité sous les yeux des représentants du gouvernement. À travers ce geste, la structure organisatrice sacre ceux qui ont fait bouger les choses cette année 2017. Les nominés ont bien accueilli les résultats et il n'y a pas eu de parti prise. Tout s'est passé dans une transparence absolue. Donc il y a de quoi être fier de cette première édition. Les critères de choix sont nombreux et variés. Tous ces nominés doivent avoir déjà posé des actes qui font d'eux des leaders incontournables dans leur secteur d'activité. C'est grâce justement à la politique minière initiée par le professeur Alpha Condé. Laquelle politique minière justement nous avons mise en application, en œuvre. Ce qui nous a permis d'aboutir, n'est-ce pas, à la signature de plusieurs contrats. Et le plus important de ces contrats justement, c'est le contrat d'opération multi-utilisateur qui verra non seulement la CBG, la compagnie de bauxite de Guinée, Guinea Alumina Corporation, GAC et Cobad, la compagnie de bauxite de Djandjan. Toutes les trois sociétés vont se mettre ensemble dans le corridor nord-ouest pour l'exploitation des infrastructures appartenant à l'État. Dans les prochains jours, les différents gagnants doivent sillonner des universités afin d'expliquer les voies qu'ils ont eux-mêmes suivies. Pour en arriver là, l'objectif est de prouver qu'ils sont véritablement des modèles de réussite. À suivre tout à l'heure un grand format de ce reportage de modèle de réussite. Ce sera juste après la rubrique Info Plus qui parle de la visite du chef de l'État sur le chantier de l'hôpital d'Onka. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.